L'araignée violon. Première partie. C'était une maison de Meulière comme il en existe des milliers dans les alentours de Paris, le long de jolies rues terrassées par le calme. Il y avait un jardin délimité par une palissade, gorgé du vert puissant de sa pelouse. Un pommier présentait quelques maigres fruits, et une balançoire, pendant à la branche principale d'un pin, achevait de s'écailler. Enfin retraité de la poste, Michel déployait dans ce jardin l'activité qu'il avait attendue pendant toute sa carrière, une activité conjointe de peintre et de jardinier. Quand il tondait la pelouse, il songeait à ses vastes compositions de peinture à l'huile. Et quand il complétait l'une de ses toiles, il laissait son esprit vaquer à quelque occupation pratique, comme des travaux de bouture ou de bêchage, une façon d'assouplir son travail mental. Un jour de parfait soleil et de température douce, Michel sortit dans le jardin torse nu, sandales ouvertes. Il respira fort, attaqua d'emblée une nouvelle toile, en jetant de larges traînées de peinture et en barbouillant le tout d'un pinceau rageur. Satisfait, mais conscient du travail qu'il restait à accomplir, il décida de vivre pleinement cette journée en dégustant tranquillement la bouteille de vin qui trônait dans la cuisine. Allez savoir pourquoi, il ne garda guère que son slip, sa femme ne revenait qu'en fin d'après-midi, et il faisait le pari qu'aucun voisin ne lorgnerait à la fenêtre. Alors, s'abandonnant aux effets délicieux de l'ivresse, il passa 3 heures d'envolée créative et de déambulation frénétique, le tout couronné par de puissants soupirs, exprimant tour à tour la conscience de vivre en parfait pourceau d'Épicure et en joyeux satire intellectuelle. Le seul détail à ternir l'après-midi fut une morsure d'insecte, alors que, retrouvant un semblant de concentration après la dernière gorgée de vin, Michel s'était dressé sur 2 jambes frémissantes pour attaquer un détail plus fin sur la toile. Il poussa un cri, se déporta sur le côté et tenta, d'un geste qui faillit le déséquilibrer, d'écraser l'animal. Il rata la cible, mais put apercevoir une curieuse araignée, à vrai dire une araignée dont il n'avait jamais vu de spécimen, de petite taille, mais à l'abdomen étonnamment gonflé, sorte de bulle translucide et jaunâtre, dont on s'étonnait que de petites pattes si frêles puissent supporter le poids. L'araignée, véloce, fila dans la pelouse, et Michel ne voulut pas perdre de temps à essayer de l'écraser. Il identifia l'endroit où elle avait mordu, sur le côté du pied droit, mais il ne trouva ni sang ni marbrure. Tout juste ressentait-il une légère douleur quand il y appuyait l'index. Le seul véritable effet de la morsure fut de briser l'élan créatif de Michel. Le pas chancelant et la tête cotonneuse, il préféra remiser son pinceau et, prenant conscience tout à coup de l'arrivée imminente de sa femme, il renfila sa chemise et son pantalon et retourna la toile pour éviter tout commentaire désobligeant. À vrai dire, il n'était pas certain, en dépit de son accès d'inspiration, d'avoir déployé là toute l'étendue de son talent. Le temps se couvrait. Michel jeta la bouteille, mangea du pain, but de l'eau, monta à l'étage. Une immense fatigue le submergeait. Il regrettait d'avoir fini la bouteille, qui plus est de ce mauvais vin. Quand il entendit la clé dans la porte d'entrée, il fut saisi d'un véritable mouvement de frayeur. Il se sentait faible. Il était persuadé qu'Anne-Claire, sa femme, le voyant dans cet état, front blême et bouche pâteuse, le prendrait pour un ivrogne. Alors il se glissa sous la couette, éteignit la lumière et attendit que sa femme monte à l'étage. À mesure qu'il entendit les marches craquer, une par une, il se sentit fondre dans un sommeil bienheureux. Il avait chaud, la tête lui tournait davantage encore qu'en plein après-midi, mais il pouvait à loisir relâcher ses membres, et la somnolence le guettait déjà. Lorsque sa femme poussa la porte, le stratagème de Michel fonctionna. « Je suis grippé », murmura-t-il d'une voix d'outre-tombe. Elle lui répondit une phrase aimable et referma la porte. C'était cela le succès de sa journée. Cette sensation qu'on l'abandonne dans un milieu moite, plus somptueux qu'un caveau. Deuxième partie.
lendemain matin, il se leva maussade. Il prétexta la maladie pour ne pas trop parler et rester en pyjama. Sa femme, elle aussi à la retraite, s'activait beaucoup dans la ville pour diverses œuvres de charité. Elle partait souvent tôt avec d'invraisemblables sacs chargés d'objets, de vêtements, de boîtes de conserve. Ce jour-là, elle était de mauvaise humeur parce que la mairie lui signifiait par courrier qu'elle refusait une subvention à son association. Les raisons restaient obscures et elle souhaitait se rendre sur place pour éclairer les choses. Ces mauvaises humeurs conjuguées furent un excellent prétexte pour ne pas se parler du tout, et quand Anne-Claire ferma la porte, Michel en profita pour se permettre une expression qui lui fit tellement de bien, qui provoqua tellement son hilarité, qu'il se demanda s'il ne l'avait pas gardée secrète en lui depuis des années. Vieille salope. C'était parfaitement injuste. Anne-Claire n'était ni vieille, ni salope. Une femme admirable, au contraire, qui avait toujours supporté les sautes d'humeur de son mari et qui avait organisé sa vie autour de quelques activités nobles. Elle avait quitté son travail en entreprise par sursaut moral, elle se plaignait du cynisme de ses dirigeants, et pour mieux se consacrer à ses associations caritatives. Certaines lui rapportaient de petits revenus et des avantages en nature qui suffisaient à la faire vivre. Elle ne comptait jamais son temps ni son énergie pour venir en aide à toute personne, à toute organisation qui en exprimait le besoin. Elle était même devenue une des figures de la politique locale, intervenant souvent aux conseils municipaux et très présente lors des événements culturels. Tout cela sans perdre sa féminité. C'était une femme élégante, du moins mieux apprêtée que la plupart des membres des milieux associatifs, et puisqu'elle restait élancée et qu'elle prenait soin de sa belle chevelure, elle ne manquait pas d'hommes dans son entourage qui la complimentaient et prenaient plaisir à la fréquenter. Pour autant, elle n'était pas séductrice et vouait à Michel un amour constant, un amour dont personne n'avait jamais douté. Pris de remords, Michel décida de se rattraper avec son fils. Il décrocha son téléphone pour prendre de ses nouvelles. Augustin était parti vivre en province pour ses études et travaillait maintenant dans un cabinet juridique. Leur rapport s'était distancé depuis quelques années et Michel avait peur d'en deviner la raison profonde. Sans doute Augustin pressentait-il ce que son père pensait de lui, à savoir qu'il était un jeune homme ennuyeux, certes rassurant pour ses parents, puisqu'il avait fait le choix d'un métier solide, mais sans vrai caractère, et même un peu lâche. En tant que père, Michel était soulagé, mais en tant qu'homme, il n'arrivait pas à cacher son irritation. Attendant que son fils réponde, Michel se servit un café tout en se promettant de rester cordial. Il n'avait d'ailleurs plus de raison de s'agacer. Lui-même ne travaillait plus, jouissait de longues journées paresseuses à faire ce qu'il avait toujours rêvé. Il rajouta dans la tasse une goutte d'eau de vie, une vieille bouteille ramenée d'un voyage, coincée dans le fond d'un placard et qu'il avait décidé d'entamer. Puis une seconde rasade, puisque la première faisait si peu d'effet. Apaisé par la chaleur, il s'éclaircit la voix lorsque son fils décrocha. « Comment va, fiston ?»« Très bien, papa. Mais il faut que je te laisse, je suis au travail. Je te rappelle tout à l'heure. »« Ah, je serai peut-être parti alors. »« Tu vas quelque part ?»« Je veux dire, je ferai peut-être mes choses. Je peins, tu sais, et je jardine. C'est ma nouvelle vie. »« D'accord, je te dérangerai pas alors. Mais si tu tailles tes rosiers, tu pourras décrocher quand même ? » ?»« Je sais pas. C'est plus sérieux qu'on ne croit, le jardinage. J'ai vraiment envie que plus rien ne me dérange dans cette activité. » »« Ok, bon, je raccroche. Je sens que je te dérange. »« Mais tu ne me déranges pas puisque c'est moi qui appelle. »« Tu m'as compris, je suis au travail. Je n'ai pas envie d'une prise de bec. »« Ne va pas me faire passer pour celui qui s'énerve. C'est toi, là. » Mais Augustin raccrocha sans préavis, et Michel, furieux, lança la tasse contre le mur. Incapable de se calmer, il reporta le fait de ramasser les débris et de laver le sol, et, dans un grand mouvement libératoire, il laissa tomber sa robe de chambre pour sortir dans le jardin. Il faisait plus froid que la veille, mais l'idée de se rhabiller le dérangeait.
Aussi but-il plusieurs gorgées de digestif, et se lança-t-il dans une sorte de vaste danse brouillonne pour se dégourdir les membres. Après 10 minutes, il se sentit mieux et reprit son pinceau. Il n'avait pas pensé à ranger la toile la veille au soir, et l'humidité avait gondolé la surface. Il tenta d'éponger, mais ne réussissant qu'à étaler la peinture, il s'agaça et finit par écraser le pinceau sur le tissu. Les poils se tordirent, il tapa plus fort, et le pinceau se courba, puis se brisa. De toute façon, c'était idiot un pinceau. Ses manières, ses poils chichiteux, ses petites touches. Non, le vrai plaisir de la peinture devait être beaucoup plus physique. Michel s'aspergea les mains de l'eau du godet, puis étala ses paumes sur la palette de peinture. Il fit des mouvements frénétiques pour être certain de s'être bien enduit la peau. Ensuite, il écrasa ses paumes sur la toile. Il renouvela l'opération plusieurs fois, sans arriver cependant à un résultat convaincant, car les traces infimes remplissaient à peine la surface. Alors il saisit carrément les godets et les tubes et les écrasa de toutes les manières possibles. Ah, c'était ce qu'il voulait, ce défoulement, ces jets de matière. Le lendemain, il se procurerait le matériel adéquat. L'humeur enfin légère, il tomba la chemise et retira son pantalon. Il faisait frais, mais il comptait encore s'agiter. En attendant, il allait boire le reste de la bouteille. Il détestait le gâchis. Le vin lui râpa le gosier, mais diffusa sans délai sa chaleur, et, pris d'enthousiasme, Michel retourna dans le jardin pour achever de se déshabiller et reprendre sa gesticulation. Il éprouva des sortes de pulsions mentales, des révélations, des pensées soudaines, des énervements. Comme il se reprochait d'avoir passé 40 ans derrière le guichet d'une poste. Comme ça lui faisait de la peine de penser à ces décennies entières de vie pas malheureuse, mais enfin sans originalité ni saveur. Qu'avait-il donc fait? Sinon se prélasser dans un quotidien familial agréable, mais sans enjeu, perdu dans le rêve de profiter bientôt de la retraite pour s'adonner à quelques loisirs qu'il n'avait pas assez approfondis. À ce propos, la pratique de la peinture le décevait. Il en avait rêvé de ces après-midi sous les tilleuls, à badigeonner des dessins. Maintenant, ça lui paraissait insuffisant. La toile, il avait envie de la déchirer. Les couleurs, il avait envie de les disperser. Quant à ses vies de famille, mon Dieu, et la maison même. Il rêvait soudain de les faire éclater et de pousser un grand râle qui balayerait tout. Afin de se calmer, il décida d'aller prendre une douche froide. Il était lui-même surpris par la violence de ce qui l'animait, et il craignait tout à coup que des voisins le surprennent. L'intérêt de se promener nu, c'est qu'il n'y avait pas à attendre pour plonger la tête sous l'eau, et il souffla fort, il hurla même quand il tressaillit sous les assauts glacés. Mais il refusa d'augmenter la température, et il endura de longues minutes le supplice. Il finit par éteindre le jet, et, frissonnant de froid et de rage, s'affaissa dans la baignoire. C'est alors qu'il aperçut l'œdème au mollet. Autour de la piqûre d'araignée s'était développée une zone gorgée de sang, d'un rouge profond, et la peau avait gonflé tout autour, si bien qu'on aurait dit un hématome doublé d'une entorse. Le contact était douloureux. Pris de honte, Michel se rhabilla. Cette vision singulière eut raison de son agitation. Devait-il aller de toute urgence voir un médecin? Il n'en avait pas envie. Le prétexte qui lui trottait dans la tête, c'était qu'il n'avait pas la force d'affronter un traitement médical ou même une sentence assez grave. Troisième partie. Quand elle entra dans la maison, Anne-Claire prêta l'oreille. Elle n'apercevait son mari ni dans le salon, ni dans le jardin. À l'étage, il n'y avait pas de musique. La nuit n'était pas encore tombée, mais la femme de Michel se douta qu'elle le trouverait endormi. Alors elle préféra s'installer dans la cuisine, en attendant qu'il descende. Elle avait des choses à lui dire, autant ne pas trop le brusquer. Le message en lui-même suffirait à le mettre en colère. Elle remarqua la bouteille vide dans l'évier, sans verre ni gobelet. Michel avait dû boire au goulot.
Mais tout cela n'étonnait pas Anne-Claire. Elle n'avait pas cru une seconde à cette histoire d'état grippal, et elle soupçonnait son mari de faire un caprice, exactement comme 20 ans plus tôt, lorsqu'il avait hésité à l'épouser. Plusieurs fois, il était revenu complètement ivre de dîner chez des amis, en proférant des paroles stupides. Était-ce la retraite qui, cette fois-ci, le bouleversait? Anne-Claire restait calme. En définitive, ces rebuffades chez Michel lui paraissaient bénignes. Des aveux de faiblesse plus que des rugissements. Elle allait attendre que ça passe. En revanche, il y avait un détail qui ne lui plaisait pas du tout. Cette insulte qu'il avait maugréée, ce vieille salope qu'il pensait sans doute qu'elle n'avait pas entendu, mais qui lui restait en travers de la gorge. Car elle ne le méritait vraiment pas. Elle en avait eu des occasions de le tromper, lui, l'homme vieillissant qui avait tendance à se négliger. Elle-même était toujours restée pimpante. Mais elle ne l'avait jamais fait, tout simplement parce qu'elle aurait eu le sentiment de déchoir. Et il le savait. Alors, elle refusait de laisser passer ce genre d'insulte, qui pour le coup ne ressemblait pas à l'homme qu'elle avait épousé. Elle écoutait de la musique, chantonna de façon mièvre ces mots bleus qui semblaient dégouliner des murs. Elle mangea 2 tomates, retira ses chaussures. « Peut-être pourrais-je profiter, se dit-elle, de la mauvaise humeur de mon mari pour me trouver un amant. » Mais ce genre de rêverie ne la séduisait qu'à moitié, et elle attendit de pied ferme son mari qui, contre toute attente, descendit rapidement. Il avait sa mine des mauvais jours. Mal rasé, la paupière lourde, il avait enfilé une chemise froissée. Il refusa de croiser le regard de sa femme, peut-être parce qu'il avait honte. Il sortit du réfrigérateur des œufs cuits et s'installa sur la table pour commencer à retirer les coquilles. Tout sourire, elle lui fit remarquer qu'il ne lui avait pas encore dit bonjour et qu'elle avait des choses à lui déclarer. « Je t'écoute, » dit-il froidement. Cela surprit Anne-Claire car il n'y avait aucune raison qu'il se mette en colère. C'était elle plutôt qui avait des raisons de se plaindre. Aussi choisit-elle de tout dire d'une traite. « J'ai entendu ce que tu as dit ce matin. Vieille salope, tu sais, ce n'est pas facile à digérer. Ne dis pas le contraire. Je ne comprends pas d'où cela sort, mais je l'ai clairement entendu. J'ose espérer que tu étais encore sous l'effet de l'alcool, car j'ai bien remarqué aussi, vois-tu, que tu n'étais pas dans ton état normal. » En un instant, elle avait perdu sa belle sérénité. Le fait de parler révélait l'émotion qui était la sienne. En quelques instants, elle croyait voir son mariage s'effondrer, l'homme qu'elle aimait devenir méconnaissable. Stupéfaite par ce qu'impliquaient ses propres paroles, elle se tut pour découvrir ce que son mari aurait à lui dire. Celui-ci souffla. On voyait qu'il réfléchissait. Fronçant les sourcils, il avait l'air de maugréer. Cependant, aucune parole n'était encore audible. Il retirait nerveusement les coquilles qui faisaient de part et d'autre de l'assiette 2 piles bien dessinées. À ce moment-là, il lui fit peur. Elle eut l'impression d'un vieux fou. Était-ce donc cela, le potentiel artiste dont il n'avait pas arrêté de lui rabâcher les oreilles les années précédentes? Dans la tête de Michel, c'était la tempête. Sa femme avait raison, bien sûr, l'insulte était indigne. Et quand bien même il aurait parlé sous l'effet de l'alcool, cela ne pouvait servir d'excuse. Car il l'avait prononcée avec un plaisir terrible, cette insulte, dans une sorte de rugissement venu du ventre. Au fond, que sa femme soit vraiment une salope n'avait pas d'importance. Il n'avait pas vraiment pensé à elle en disant cela. C'était le simple fait de prononcer le mot qui s'était révélé profondément jouissif, tellement jouissif que le reste s'oubliait de lui-même et que toute excuse, tout remords, toute conséquence même semblait dérisoire. « Je préfère ne plus parler, » déclara-t-il en baissant la tête. Il quitta la cuisine d'un pas lourd. Il s'effondra sur le lit. Il voulait que la pénombre le gagne et l'empêche de penser. Il serra fort les paupières et, pour la première fois, la blessure au mollet sembla rayonner dans son corps. C'était une pulsation douloureuse, au même rythme que son cœur, et il prit peur. Il avait espéré que ça disparaisse. Mais la fièvre semblait le prendre.
Il n'osait porter le doigt sur la plaie, de peur de découvrir qu'elle avait triplé de volume, et il se mit à gémir. Il n'arrivait plus à penser. Ça n'était pas le noir qui le pénétrait, comme un sommeil, mais bien la souffrance, insidieuse, qui lui remontait les nerfs jusqu'au cerveau. Anne-Claire entra. D'habitude, il n'entendait pas son pas sur la moquette, mais cette fois-ci, chaque frôlement de peau sur le sol produisit une sorte de crissement. Continuant à gémir, il se posta sur le côté et se plaqua l'oreiller sur la tête. C'était enfant qu'il avait fait ce geste pour la dernière fois, sans doute dans une scène de caprice pour échapper à ses parents. Là, il se faisait l'effet d'un ver qui se tordait, malade, menacé par un pied qui se lève au-dessus de lui. « Que se passe-t-il » murmura Anne-Claire. Maintenant, elle lui caressait les cheveux, et il agitait la tête pour se débarrasser du contact. Il ne supportait pas la présence de sa femme, encore moins de ses doigts furetant dans ses cheveux. Il se sentait coupable, et elle le narguait avec sa belle conscience. Qu'elle parte donc, il n'avait rien à lui dire. « Tu es malade ? Tu es en colère ?» Elle ne comprenait donc pas. Bien sûr qu'il était malade, bien sûr qu'il était en colère. Il était tout cela à la fois, et bien plus encore. Il était pris d'une fièvre qui le consumait et qui allait bientôt tout détruire. Une fièvre vengeresse et jouissive, à côté de laquelle toute parole paraissait ridicule. « Ne me touche pas. »« Tu souffres ?» Il eut envie de l'insulter, mais il se retint et s'agita de plus belle. Son gémissement devint un grognement. Il n'allait tout de même pas la frapper. L'oreiller tomba au sol, la couette se contorsionna, la structure du lit grinça. C'était un numéro pathétique de gymnaste en souffrance, et Anne-Claire plaqua ses mains sur les épaules de son mari, haussant la voix. « Mais enfin, ça suffit maintenant. Dis-moi ce que tu as dans la tête. Tu n'oses pas me dire que tout est fini, c'est ça ?» Et, lassé de devoir jouer la comédie, lassé de devoir mener ce dialogue impossible, Michel poussa un ultime râle, fit basculer la couette et dégagea sa jambe. Alors Anne-Claire poussa un cri de surprise. La blessure occupait presque entièrement le mollet, la peau avait rougi, tendue comme un ballon de parc d'attraction, et des traces blanches, sans doute liées à une infection, marquaient le sommet du pustule. Anne-Claire refusa de toucher cette horreur, aussi parce que cela devait faire mal. « Mon Dieu, mais il faut aller à l'hôpital !» Vaincu, il murmura « Si tu penses que c'est utile. » « Bien sûr que c'est utile, tu en as de drôles de mots. » Quatrième partie. Aux urgences, on les fit passer en priorité, tant la blessure était mauvaise. L'effarement de Michel inquiéta les infirmières. Ils furent reçus par un petit médecin à l'air affable, qui porta le plus vif intérêt à son patient. Il passa longuement le doigt sur l'hématome et fronça les sourcils, tandis que Michel décrivait l'araignée. Il retourna derrière son bureau en sifflotant, répondant à peine aux questions inquiètes d'Anne-Claire et tapotant sur le clavier. Bientôt, le silence s'installa dans le cabinet, tandis que le médecin cliquait sur différentes pages. Puis il demanda à Michel de se rapprocher et tourna vers lui son écran. « Dites-moi laquelle de ces 3 araignées se rapproche de celle qui vous a piqué. » Sans hésiter, Michel désigna la seconde, dont l'abdomen se dressait de manière absurde vers l'objectif, bulle translucide qui semblait vouloir provoquer le spectateur par sa rondeur sensuelle et sa couleur louche. « Celle-là exactement ?» « J'ai l'impression, oui. » En attendant que je complète mes recherches, je vais réduire la plaie, puis vous prescrire des anti-inflammatoires. Je vous appellerai demain quand j'aurai consulté mes collègues. Nous pouvons nous déplacer, avança Anne-Claire. Non, non, ne vous dérangez pas. À moins que la situation n'empire, je peux vous passer un coup de fil. Et puis, votre mari boite beaucoup, je trouve. D'un large sourire, il invita Michel à s'allonger, lui déclara qu'il ressentirait des picotements, mais que tout serait fini très vite.
il allait percer les poches de pus, puis appliquer le désinfectant. Michel serra la main de sa femme et bascula son regard vers le plafond, mais il ne vécut pas la brève douleur comme une épreuve. Ce n'était rien, cette douleur. Tout paraissait si simple. Il y avait l'incision, les picotements, la présence de ce médecin qui s'amusait tellement à traiter une affection grave, et puis cette explication si limpide à ces débordements de la veille. « C'est cette araignée donc qui a causé tout le mal ?» demanda timidement Anne-Claire. « Oui, je pense qu'il s'agit d'une araignée violon ou d'une espèce proche. Si vous prenez les médicaments que je vous prescris, tout devrait rentrer dans l'ordre. Si cependant les fièvres devenaient fortes et que votre mari n'arrivait plus à se déplacer, il faudrait de toute urgence commander une ambulance et revenir ici. » Je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'araignée dans la région. Cela m'étonne aussi, madame, mais l'explication est plausible. De nos jours, toutes sortes d'animaux peuvent s'échapper des aéroports. « Allons-y !» s'écria tout à coup Michel, qui ne se sentait pas exactement en forme, mais qui avait les idées claires et ne souhaitait désormais qu'une chose, se reposer. De retour à la maison, il partit se coucher, pâle, tandis que sa femme retournait au travail. Cependant, au moment de s'allonger, il eut l'intuition qu'il n'était pas du tout fatigué. Il se sentait le corps vide, mais traversé d'une énergie singulière, et, les yeux grands ouverts, il se dressa dans la chambre. Anne-Claire avait tiré les rideaux, si bien que l'air était frais et que ses membres, à l'ombre, lui donnaient la sensation d'exister à peine. Allait-il basculer à nouveau dans la démence ? Il hésitait. Il lui fallait manger quelque chose en tout cas. Torse nu, il descendit dans la cuisine. Le réfrigérateur lui offrit une vision d'extase. Cette lumière, dans une pièce elle aussi plongée dans la pénombre. Tous ces restes ne lui auraient pas ouvert l'appétit 3 jours plus tôt, mais dispersés dans ses écuelles, dressés dans les tupperwares, alignés le long des grilles, ils lui firent cette fois-ci l'effet d'une provocation. Respirant fort, il plongea la main vers l'antre lumineuse et sut que l'orgie commençait. Il mordit dans un jambonneau trop sec, se désaltéra du jus d'ananas, pressa des yaourts entre ses lèvres, mordit dans une grappe de raisin, s'enfourna une tablette de chocolat dans la bouche. Pépins, morceaux d'aluminium, écoulements divers formèrent une sorte de flaque à ses pieds. Son appétit s'ouvrait, son énergie s'extériorisait. Et il sortit dans le jardin à peine rassasié, se promettant de retourner dans la cuisine au premier signe de fatigue. Là, il eut le sentiment de devoir reprendre une tâche à peine débutée pour lui donner son plein achèvement. La toile attendait toujours sous le pommier, gondolée depuis qu'elle avait passé la nuit dehors. Rien de grave. Ce n'était pas ce genre de détail qui allait l'arrêter, et, rendant hommage aux pommes d'une voix tonitruante, célébrant leur couleur sauvage et leur rotondité, il commença par badigeonner grossièrement la toile du plat de la main, puis il attendit que cela sèche en roucoulant, en effectuant quelques roulades, en se frottant le dos contre la clôture, en ôtant son pantalon et en le faisant tournoyer au-dessus de sa tête. Ensuite, il retourna sur la toile, armé d'un fusain, qu'il pressa rageusement contre la couleur blanche. Bon an mal an, il parvint à tracer quelques traits qui formèrent bientôt des ronds, puis une large bande au milieu de la toile. Grondant de plaisir, il s'empara de tubes roses, rouges et verts et plaqua sur son œuvre de larges pâtés de peinture. En 20 minutes, une forme massive se dégagea, dégoulinante de couleurs qui se mêlaient aux marges et formaient des pics, des bulles, des creux. Il se recula pour admirer l'ensemble et poussa des ululements de plaisir en constatant qu'on ne pouvait s'y tromper. C'était un sexe turgescent qui se dressait au centre de la toile, rouge et baveux, armé de couilles formidables, tourbillonnant dans leurs poils épais et noirs. « Hu 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 !» lança-t-il dans le jardin en jetant son corps dans toutes les directions, persuadé que son élan d'énergie pure ne pouvait en rester là. Il se précipita dans le salon, exactement comme un fauve cherchant sa proie, et, refusant de réfléchir davantage, il jeta son dévolu sur un coffre que sa femme aimait beaucoup, un coffre de bois clair
au couvercle joliment marqueté, beaucoup plus précieux que les babioles qu'il contenait. Il dispersa le contenu sur le tapis, puis il piétina le coffre, parvint à détacher le couvercle, et, s'emparant du marteau qui traînait dans l'un des tiroirs de la cuisine, il matraqua l'ensemble. Avec un certain ravissement, il constata que le bois cédait facilement, et il s'acharna jusqu'à ce que le coffre éclate aux 4 coins de la pièce. Essoufflé, il s'appuya contre la table basse et s'aperçut dans la glace qu'une fine pellicule de sueur lui couvrait le corps. Çà et là, des écorchures saignaient. Il ne les avait pas repérées. Mais il ressentit un plaisir sombre, un plaisir carnassier à considérer son corps dans un tel état. Il tourna de tous côtés à la recherche d'un nouveau forfait. Un instant, il se trouva stupide à ne pas trouver d'idée. Alors il retourna dans la chambre, un peu comme un enfant boudeur, vexé par sa propre inconséquence, et se planta sur un tabouret, visage tendu vers la clarté du jour, qui, déjà, déclinait. De retour à la maison, Anne-Claire réagit par l'abattement en découvrant le salon. Cette histoire n'était pas juste. Il fallait donc qu'elle subisse une humiliation supplémentaire. Elle avait placé toute sa vie sous le signe de la correction, et même d'une certaine dignité morale. Et voilà comment son mari la rétribuait. Sauf à considérer qu'il perdait tout à fait la tête, ce qui restait envisageable. Alors c'est le pas lourd qu'elle monta dans la chambre, accablée par le sentiment de déréliction, mais également apeurée à l'idée qu'il puisse être pris de violence contre elle. Elle le trouva sur son tabouret, frémissant à peine en l'entendant s'approcher de lui. Il respirait lentement, sentait la sueur. Rien de cassé dans la chambre. De la fenêtre, Anne-Claire aperçut le sexe énorme peint sous le pommier, comme tourné spécialement vers elle. Elle en fut bouleversée. Non pas que l'indécence la scandalise, mais cette médiocrité, cette bassesse. Son mari la couvrait d'un regard vide. Avec aplomb, elle lui posa la main sur le front, constatant qu'il n'avait pas de fièvre, et inspecta rapidement la blessure. Les croûtes avaient remplacé les poches de pus, les anti-inflammatoires semblaient avoir opéré. Le spectacle en restait répugnant, mais il n'y avait plus de quoi s'affoler. Le mieux à faire restait de se reposer cette nuit, puis de rappeler le médecin en cas de nouveau coup de folie. Anne-Claire n'aimait pas ce changement de registre. La nuit ne serait pas de trop pour affronter les épreuves qui se dessinaient. Cinquième partie. Anne-Claire se leva triste et quitta la maison le cœur serré. Elle laissait derrière elle le pauvre Michel qui, éteint, buvait encore son premier café. Livide, la bouche pâteuse, il n'avait pas fière allure. Malgré tout, Anne-Claire ne se faisait pas d'illusions sur ses capacités à rebondir. Mot qui lui fit horreur, quand il y pensa, par la charge d'énergie physique qu'il semblait contenir. Oui, son mari était bel et bien capable de rebondir dans le sens premier du terme, c'est-à-dire de sauter sur les murs et de plaquer ses pieds sur les meubles pour mieux s'élancer. Quelle injustice! Anne-Claire ne méritait décidément pas ses avanies, et c'est les épaules tombantes qu'elle entra dans les bureaux de l'association. D'habitude, elle prenait un plaisir fou à manger des biscuits tout en accueillant ses collaborateurs, d'autres bénévoles qui, comme elle, passaient une grande partie de leur loisir à solliciter des fonds, récolter des dons, négocier du matériel, organiser l'accueil des nécessiteux. Le plaisir résidait dans cette générosité mise en acte, mais il naissait aussi de cet activisme joyeux qui la mettait en relation perpétuelle avec une foule de gens forts, admirables. Ce jour-là, la pièce aux murs de contreplaqué et à l'éclairage blafard lui sembla sinistre. De même que les visages qui se présentaient à elle, les visages de ces personnes qu'elle aimait tant. Christiane la secrétaire, Philippe le camionneur, Antoine le cariste, autant de gens qui se dévouaient corps et âme pour l'association,
lui parurent comme dynamitées par l'âge, tirées vers le bas. Une horreur. Quel effet devait-elle faire elle-même? Heureusement, personne ne lui fit remarquer qu'elle avait l'air préoccupée. Aussi effectua-t-elle les tâches quotidiennes sans rechigner, se concentrant avec difficulté, mais sachant faire illusion. Elle trouva la force de passer 2 appels à la mairie pour solliciter une nouvelle fois la subvention, sans obtenir de réponse pour l'instant. À plusieurs reprises, à l'occasion d'un silence, elle fut tentée de tout avouer à Christiane, qui, paisible, organisait les cartons de distribution. Mais elle se retint car elle gardait espoir malgré tout que son mari redevienne l'homme aimable, presque sans consistance, qu'il avait été avant, et qui lui convenait tellement bien, se rendait-elle compte maintenant. « Je suis une sainte, murmurait-elle pour elle-même, capable de tout endurer, mais n'ignorant pas pour autant le supplice que lui faisait subir son mari. Et sidérée de s'observer dans ce cadre si propre, alors que son mari en était sans doute à dévaster la cuisine et à peindre les murs, comme un enfant auquel on aurait inoculé la folie d'un adulte, ces organes qu'il fallait bien appeler par leur nom, des bites. Elle décida de revenir pour le déjeuner, croisant les doigts pour ne pas découvrir de Capharnaüm. Et elle découvrit un enfer. Pas un bruit dans la maison, mais le rez-de-chaussée semé de détritus, la toile peinte éventrée sur la table, ce qui n'était pas plus mal, un carreau cassé sur le porte-fenêtre, des bouteilles à moitié bues, parfois renversées sur le sol, et partout ces traînées de terre et d'aliments jusque sur les marches. Cependant, la saleté s'arrêtait à mi-hauteur, et, guettant les traces principales, Anne-Claire en arriva à la conclusion que Michel était sorti dans la rue. Prenant son courage à 2 mains, elle remplit son sac de quelques ustensiles. Ça la rassurait d'avoir sous la main des pansements, des cachets d'aspirine et même un canif, et elle entreprit de suivre son mari à la trace. Le problème était que les indices s'interrompaient assez vite. Le seul fut, à 100 mètres, un slip noir jeté sur la chaussée. Pas de doute, le gorille, comme elle appelait maintenant Michel, était passé par là. Anne-Claire longea le boulevard en espérant que Michel n'ait pas bifurqué. À cette heure, la plupart des commerçants avaient fermé boutique et les passants se faisaient rares. La plupart devaient savourer, devant un bon repas, la sensation de se situer au cœur de la journée, en pleine possession de leurs moyens. Elle se sentait agressée par le soleil. Elle marchait vite et trouvait inconfortable cette veste qui lui tirait les épaules. Parvenant au rond-point, elle éprouva une vive inquiétude. Plus trace de son mari, et le chemin possible semblait s'enfoncer vers des destinations infinies. Un instant, elle caressa l'idée que son mari puisse s'être évaporé. Personne ne retrouverait jamais sa trace, elle-même parviendrait à se convaincre qu'il ne réapparaîtrait jamais. Elle remarqua 3 personnes marchant à vive allure et poussant des exclamations teintées de rire et d'excitation. Elle emboîta leurs pas et fut bientôt rejointe par 2 autres qui connaissaient la première. « Il fait quoi maintenant ?»« Il paraît qu'il dort. »« Tu crois qu'il est dangereux ?»« Cinglé, ça c'est sûr. » Ils débouchèrent sur un terre-plein dominant une pente herbagée. En contrebas se trouvait un cours d'eau et une terrasse de béton donnant accès à un local technique. Un homme nu s'était couché sur le côté. Sa respiration soulevait ses côtes. Manifestement, il dormait. S'approchant, Anne-Claire reconnut le ronflement de son mari, ses raclements conclus par un souffle rapide. Les gloussements qu'elle entendait autour d'elle et les fragments de conversation la firent souffrir. Il faisait le singe, je te jure, carrément flippant. On aurait vraiment dit un primate. Un violeur, tu crois ? Il est à poil, mais il jouait pas avec son machin. Il est dangereux quand même, non ? Il arrachait les branches. J'ai cru qu'il voulait s'attaquer à la forêt. Il m'a insulté quand même. Il n'avait pas raison ? Oh, ta gueule. Crucifiée, Anne-Claire décrocha son téléphone. Le médecin répondit tout de suite et lui conseilla d'appeler une ambulance. C'était une chance que Michel se soit endormi,
On le cueillerait avant qu'il ne s'excite à nouveau. Puisque Michel semblait pris de délire, le médecin proposerait, comme il avait promis, un nouveau diagnostic. 2 heures plus tard, Anne-Claire se trouvait dans le bureau du médecin, tandis que Michel, sous l'effet des calmants, s'était rendormi. Il reposait dans une chambre seule, à l'autre bout du couloir. Le médecin avait demandé de préciser les nouveaux symptômes, et Anne-Claire s'était sentie très gênée. Vous savez, dans ce genre d'état, les gens perdent un peu la tête. Bien sûr, madame, c'est la définition même du délire. J'ai besoin précisément de savoir quel genre de comportement. C'était surtout des cris, des gesticulations. Mon mari a beaucoup d'énergie. Vous me dites surtout. Cela suppose qu'il y a d'autres symptômes? Oui, il pousse des râles, il court partout. Vous me l'avez déjà dit. Il dit des choses bizarres. Mais encore, il insulte aussi. Ah, voilà, c'est vous qui l'insulte? J'avoue que je l'ai subi, oui, mais aussi les passants. Des insultes de nature sexuelle? Rougissant, Anne-Claire baissa la tête, et, puisque le regard du médecin se faisait insistant, elle finit par admettre ce qu'elle avait pensé pouvoir cacher jusqu'au bout. Mon mari s'est livré à de véritables délires sexuels. Il a peint des sexes d'hommes, il a griffonné des insanités, il s'est frotté contre toutes sortes de choses. Elle redressa le visage vers ce médecin qui la dévorait des yeux. Nous y sommes, chère madame. Je crois pouvoir vous dire que ces délires et ces hallucinations sont le fruit de la morsure d'une araignée dont j'ai retrouvé le nom avec l'aide de plusieurs de mes collègues. Il s'agit d'une sous-espèce de l'araignée violon. En revanche, comment vous dire, la nature des délires auxquels le patient se livre, cette nature précise donc, le patient en est seul responsable. Étourdie, Anne-Claire laissa passer quelques minutes, pendant lesquelles le médecin, savourant son effet, se leva et prépara quelques affaires avant d'aller rejoindre son patient. Nous allons garder votre mari 3 jours en observation. J'ai bon espoir qu'il retrouve tout à fait ses esprits au terme du séjour. Je me demande même s'il se souviendra de ses actes. Je m'en souviendrai, moi. Ça, c'est sûr, mais son psychisme profond en gardera des traces de toute façon. Cela doit-il me rassurer? C'est à vous d'en décider. Il la raccompagna gentiment à la sortie du service. Dans son sourire, il y avait de l'amusement et de la fierté. Sixième partie. 3 jours plus tard, Anne-Claire se rendit à l'hôpital. Elle avait enfilé un cardigan rose sur une jupe blanche assez terne et se sentait résignée. Si l'on admettait qu'il retrouve la pleine santé, ce qui n'était pas acquis, pourrait-elle retrouver avec son mari la tendresse qui avait longtemps été la leur? Elle longea les couloirs, déclina son identité, poussa les portes par feu avec une lenteur étudiée. Michel avait les bras sagement posés le long du corps, trônant sur les draps comme 2 jolis filets mignons de porc. Son visage était pâle, mais le cadre si blanc, parsemé de panneaux froids et de surfaces réfléchissantes, lui donnait l'air vivant, ce qui était déjà beaucoup. Il avait cependant le regard exténué, et c'est cette lueur-là qui inspira à Anne-Claire un réflexe d'attachement. Elle s'approcha de son mari pour lui prendre la main et lui demander si tout allait bien. Qui sait, cette sorte de purge pouvait avoir eu raison de ses folies. Les médecins me disent que je suis guéri, déclara-t-il d'une voix éteinte. Cet optimisme réussit à l'agacer. Oh, je ne suis pas dupe, Michel. Je suis persuadé que cette araignée n'est pas la cause de tout. Les médecins me l'ont dit, de toute façon. Je me demande même si elle existe, cette araignée. Alors il lui lâcha la main et se dressa d'un seul mouvement. De fort méchante humeur, ce qui lui redonnait des couleurs, il descendit du lit, frissonna au contact du carrelage et enfila sans ménagement sa chemise. « Tu ne vas tout de même pas sortir pieds nus ?»« Et pourquoi pas?
Tout le monde le fait ici, et je n'ai pas peur de me faire mal. » Il avait l'air faible, mais sa voix avait retrouvé ses intonations décidées qui glaçaient Anne-Claire. Toute la force qu'elle croyait avoir retrouvée s'évanouit d'un coup. « S'il repart dans ses délires, se dit-elle, je ne le supporterai pas. Non, je ne le supporterai plus. » Ils ne parlèrent pas sur la route, et quand ils parvinrent à la maison, la porte parut lourde. Anne-Claire la referma comme s'il s'était agi d'un caveau. Michel n'avait toujours pas enfilé de chaussures, et sa chemise, qui puait l'hôpital et présentait une déchirure, lui donnait l'allure d'un vieux fou. Pas rasé depuis 3 jours, mal coiffé, il ne donnait pas l'impression de s'être reposé. Anne-Claire devint pessimiste. Elle voulut s'obliger à penser à une séparation, et elle se promit d'appeler son fils avant qu'il ne soit trop tard. Qui pouvait lui promettre que Michel ne finirait pas par s'en prendre à elle ? « Je vais trouver cette araignée pour te prouver. » Il lui prit les mains pour se montrer rassurant, mais son œil fiévreux le contredisait. « Ce n'est pas la peine, Michel. »« Oui, cela vaut la peine. Je vais la retrouver pour te prouver que tout cela, ce n'est pas moi. » Elle renonça à essayer de le convaincre. « D'accord, Michel, je te laisse y aller. En attendant, je vais me reposer là-haut. Tu ne feras pas trop de bruit, promis ? » « Pourquoi ferais-je du bruit ? Il s'agissait d'attraper une araignée et c'est tout. » Le pire était qu'il semblait sincère. Anne-Claire monta les marches et décrocha son téléphone pour appeler son fils. En attendant qu'il réponde, elle eut le temps de fermer les rideaux et de caler 3 oreillers contre le montant du lit. Elle réalisa qu'elle n'avait pas parlé avec Augustin depuis le début de l'affaire, et elle se demanda si elle devait vraiment tout lui dévoiler. « Bonjour maman, tu vas bien ? » ?»« Très bien, et toi ? » ?»« Je me demandais ce que vous deveniez, papa et toi. Enfin, surtout toi, parce que papa. » »« Comment ça ? » ?»« C'est difficile de parler avec lui, tu sais. Je vois bien que je l'agace, et lui aussi m'agace, à vrai dire. Il me fait toujours des reproches, et je trouve qu'il n'a pas vraiment les moyens de m'en faire. Tu devrais lui pardonner, tu sais. Il n'est pas en grande forme, il fatigue. Je me demande même s'il ne tombera pas malade. Avec tout ce qu'il boit, tout ce qu'il fume, ce ne serait pas étonnant. Ne sois pas méchant. Anne-Claire se dit qu'en évoquant la folie de Michel, elle ne réussirait qu'à provoquer une compassion de commande chez son fils. Alors elle préféra attendre le dénouement et orienta la conversation vers des sujets plus quotidiens. Augustin se mit à parler de son travail. L'attention d'Anne-Claire se porta sur les bruits en provenance du jardin. Manifestement, Michel fouillait. Il y avait parfois de grands fracas. Et tandis que la voix de son fils, si lointaine, si monotone, la berçait, Anne-Claire finit par poser le téléphone sur les draps. Elle s'endormit. Elle plongea dans un sommeil profond, le corps contracté, consciente d'atteindre un état proche du coma. Une part d'elle-même cherchait à guetter, en surface, les bruits du jardin, et une autre s'abandonnait à des flux onctueux. Il y nageait des visages, des corps, des impressions, le tout mêlé dans une sorte de feu lent qui suscitait à la fois la peur et un sentiment de familiarité. Puis, tout s'éteignit. La notion de temps s'évapora, la lumière envahit la conscience, et le corps d'Anne-Claire parvint à se décontracter. L'après-midi fila au cœur de la grande maison devenue silencieuse. Augustin avait fini par raccrocher. Il avait d'abord eu peur pour sa mère, mais il avait entendu le ronflement et s'était vexé. « Ma mère vaut-elle tellement mieux que mon père, après tout ?» Quand Anne-Claire se réveilla, la nuit tombait déjà. Pas un bruit dans la maison. Cela n'avait rien de rassurant. Anne-Claire n'avait dormi que 3 heures, mais se sentait émerger d'un rêve interminable. Un instant, elle se prit à imaginer que rien de tout cela n'a existé, ou plus simplement que Michel soit définitivement guéri, mais elle se fit violence pour redevenir lucide et se préparer bientôt à une séparation houleuse. Au rez-de-chaussée, Michel l'attendait.
Il était posté contre un tabouret, bras ballants, et ne dit pas un mot avant qu'elle ne s'approche. Une nouvelle fois, le salon avait été mis sens dessus dessous, mais Michel semblait calme et la folie de son regard s'était éteinte. Quand Anne-Claire fut suffisamment proche, il tendit vers elle ses paumes. « Regarde !» Elles étaient couvertes de sang. Saisie, Anne-Claire ne sut quoi dire. « Je l'ai tué. »« Qui ça ?»« Eh bien, l'araignée. » Cela n'avait pas de sens. Une araignée ne pouvait donner autant de sang. Glacée, Anne-Claire se concentrait pour essayer de mesurer le degré de démence de son mari. Elle eut cependant la force, à partir de ce moment-là, d'entamer le dialogue. Elle était si grosse que ça ? Pas si grosse, non, mais elle contenait beaucoup de sang. C'est une araignée violon, rappelle-toi. Tout ce sang dans sa bulle ? Exactement. Tu n'as pas tué un rongeur plutôt, un chat, un voisin ? Pour qui me prends-tu ? J'ai retrouvé l'araignée, c'est tout. Je l'ai traquée, je l'ai débusquée et je l'ai écrasée. Il fallait que je le fasse. Maintenant, tout est terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je te demande pardon pour le dérangement, mais je suis guéri maintenant. Je suis vraiment guéri. Curieusement, la force de son mari cessa de lui faire peur. Il était décidément grand et massif pour son âge, et quelques brèves secondes, elle retrouva l'émotion qu'elle ressentait 20 ans plus tôt devant sa carrure. Quoi qu'il en soit, elle sentit ses craintes refluer. Pour la première fois depuis 5 jours, elle retrouva même confiance dans ses paroles. Elle n'avait pas encore le cran de le prendre dans ses bras, mais cela viendrait. Elle entrevit la pensée qui structurerait sans doute les années qui leur restaient à vivre ensemble. Ces quelques jours avaient été terrifiants, mais qui sait, peut-être avaient-ils été nécessaires. Qu'est-ce que son mari avait-il donc voulu purger ? Elle n'était pas sûre d'avoir envie de le savoir. Et, pleine de confiance, elle décida de laisser à Michel la liberté, peut-être un jour, de le lui avouer. Le lendemain, Anne-Claire eut le culot de se rendre à la mairie et d'insister pour rencontrer le maire. Elle mima si bien la colère et joua si bien de son air de profonde dignité qu'on lui ouvrit les portes du bureau donnant sur le joli parc. Sans préambule, elle répéta les griefs qui étaient les siens et fit valoir l'utilité de son association pour le bien-être de la commune. Elle ne croisa pas le regard du maire qui, stupéfait, mais sensible à ce qu'il entendit, la dévisagea comme une personne nouvelle et singulière. La seule chose qu'elle-même eut l'impression de voir, pendant ce discours chargé d'émotion, fut la rangée de tilleuls autrement mieux taillés que celui de son propre jardin. Et, quand elle ne trouva plus rien à dire, elle baissa les yeux vers l'homme, dont elle prit enfin conscience de l'importance. Il avait été conquis. L'association décrocha la subvention.